Voilà un peu plus de 2 ans, Benjamin Netanyahou revenait au pouvoir en Israël en s'alliant avec 2 hommes issus des franges radicales de l'extrême droite israélienne, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Et ce sont ces 2 hommes devenus ministres et les idéologies qu'ils véhiculent que vient donc de nous faire découvrir ce documentaire réalisé par Jérôme Sesquin. Et maintenant, après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, quel avenir politique pour Benjamin Netanyahou en Israël? Nous allons en débattre avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc. Nitzan Perelman, pour commencer, bienvenue à vous. Vous êtes la co-auteur de ce documentaire aux côtés de Jérôme Sesquin et vous êtes sociologue politique. On va bien sûr revenir à la fois sur le contenu de ce film et sur la situation actuelle, bien entendu, en Israël. Et on va le faire aussi avec Vincent Lemire. Bienvenue à vous, Vincent Lemire. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du conflit israélo-palestinien, enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel. On vous doit entre autres Histoire de Jérusalem, c'est une bande dessinée co-signée avec Christophe Gaultier, et Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, ouvrage coécrit avec Thomas Snegarov. 2 livres d'ailleurs qui sont disponibles dans la même maison d'édition, aux éditions Les Arènes. Alors, pour commencer, racontez-nous la suite de ce documentaire, parce qu'un de ces 2 ministres, et pas n'importe lequel, et pas à n'importe quel moment, a choisi de démissionner de ce gouvernement. Alors, il faut que je vous explique que nous, on termine le film en septembre 2024. Et à ce moment-là, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich sont toujours dans le gouvernement. Et je peux vous dire aussi que si on regarde bien le film, si on comprend bien le film, on peut considérer ce qui se passe maintenant, mis à part l'annonce de Trump. Sur laquelle on va revenir, bien entendu. Exactement. Vraiment comme une suite logique de ce qu'on a vu avant. Parce qu'on voit dans le film qu'à plusieurs reprises, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir menacent de quitter le gouvernement si un cessez-le-feu est conclu entre le gouvernement israélien et le Hamas. Et effectivement, le lendemain de la signature de ces accords, Itamar Ben-Gvir annonce qu'il quitte le gouvernement. Depuis septembre 2024, on voit aussi, bien sûr, la suite des bombardements israéliens à Gaza, très importants. On voit aussi la suite des manifestations pour la libération des otages. Donc tout continue. Avec l'accord de cessez-le-feu, il y a des libérations des otages et libération des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Puis arrive puis arrive hier l'annonce de Trump. Pardon, peut-être je ne vais pas dire. Puis arrive l'annonce de Trump. Et cette annonce, je peux dire, bouleverse un peu l'opinion publique israélienne et aussi la scène politique. Parce qu'on voit Itamar Ben-Gvir, justement, qui a annoncé vouloir quitter le gouvernement. Tout d'un coup, il se dit pouvoir réintégrer le gouvernement parce qu'il pense que le plan de Trump est un plan qui est un rêve qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Et même Bezalel Smotrich dit le plan de Trump d'expulser tous les Palestiniens de Gaza, de commettre un vrai nettoyage ethnique. Bezalel Smotrich dit c'est la vraie réponse aux attaques du 7 octobre. Et non seulement Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich félicitent donc cette annonce de Trump, on voit aussi la société israélienne qui est très contente. Avec 70% qui soutiennent ce plan de Trump. Alors on va y revenir sur ce fameux plan annoncé par Donald Trump le 14 février dernier. Donald Trump a choisi, et c'est peut-être symbolique, de faire de Benjamin Netanyahou le premier chef d'État à être reçu à la Maison-Blanche pour le début de ce 2e mandat. Vincent Lemire, vous, avant ces fameuses déclarations de Trump, sur lesquelles on va évidemment revenir, vous disiez « La trêve à Gaza a été rendue possible par le nouveau rapport de force politique dans le gouvernement israélien » et vous faisiez évidemment référence à la démission d'Itamar Ben-Gvir, juste avant la mise en place de cette fameuse trêve. Vous diriez la même chose aujourd'hui, après les annonces de Trump? Oui, parce qu'en fait, ce qui est arrivé cet été, c'est que Gideon Sa'ar est rentré dans la coalition. Et donc,
Netanyahou s'est retrouvé avec 68 députés dans sa majorité. Et donc, alors que Itamar Ben-Gvir, s'il avait démissionné au printemps dernier, le gouvernement tombait. Bon, bah là, il est parti, il se retrouve à 61. Netanyahou, il tient toujours. Donc, à une voix près. À une voix près. Hein, il y a 120 sièges au sein de la Knesset. À une voix près. Bon, à ce moment-là, il y a 3 semaines, je citais aussi les ministres, cette fameuse soirée du 28 janvier 2024, par laquelle commence le documentaire. Et je pense que c'est très important que le documentaire commence par là, parce que je pense que cette soirée a été matricielle dans tout ce qui se passe depuis. Et les déclarations, je les cite en permanence. Et de ce point de vue-là, elles sont totalement conformes à ce qu'annonce Trump. Ce soir-là, Itamar Ben-Gvir avait dit le déplacement massif des habitants de Gaza est parfaitement légitime. Quelques jours avant, Bezalel Smotrich avait donné des chiffres. Il avait dit l'idéal, ce serait qu'à la fin de la guerre, on ait 100 à 200 000 Palestiniens à Gaza. C'est-à-dire qu'il faudrait en expulser 2 millions. Et Netanyahou lui-même, en décembre 2023, devant ses supporters du Likoud, il avait dit, et ça avait fuité dans la presse de droite, il avait dit, oui, bien sûr, moi aussi, je travaille pour réduire la population de Gaza à son strict minimum. Donc, si vous voulez, les déclarations de Trump, de ce point de vue-là, pour moi, elles sont parfaitement dans la continuité du documentaire qu'on vient de regarder. Après, il y a la question de la prise de possession par les États-Unis. Pour moi, ça, c'est une petite stratégie entre Trump et Netanyahou qu'ils ont manigancé quelques minutes avant la conférence de presse. Netanyahou lui a dit, tu sais, moi, je ne peux pas dire que je vais prendre la bande de Gaza tout de suite. Dis que toi, tu vas la prendre. Et puis, évidemment, ce n'est pas vrai. Évidemment, c'est un projet israélien. Il faut rappeler que cette fameuse trêve est un plan en 3 étapes. Le 19 janvier, c'était la première étape de ce plan. Est-ce que ce plan, en 3 étapes, est à mettre au crédit de l'administration Biden ou déjà à mettre au crédit de Donald Trump alors qu'il n'était pas encore tout à fait aux affaires du côté de la Maison-Blanche? Factuellement, c'est le plan Biden. C'est-à-dire c'est le plan que Biden a préparé au mois de mai dernier. C'est le même. Et c'est le plan que Netanyahou avait refusé du mois de mai jusqu'à l'automne, en disant, notamment, soi-disant, si on évacue le couloir de Philadelphie, c'est la fin d'Israël. Le couloir de Philadelphie est vital pour l'existence même d'Israël, disait Netanyahou. Ça lui a permis de bloquer le plan pendant 6 mois. C'est le plan Biden, premièrement. Et deuxièmement, les déclarations de Donald Trump fragilisent le plan. Et s'il y a des gens qui sont en risque Donald Trump, oui. Les déclarations de Trump fragilisent le plan. Il y a des gens qui sont en risque. Bien sûr, c'est les habitants de Gaza, c'est aussi les otages. Je ne dis pas que les négociations vont s'arrêter. Ce que je dis, c'est que évidemment, le cessez-le-feu, il est fragilisé par de telles déclarations. Vous disiez à l'instant que Itamar Ben-Gvir pourrait revenir au gouvernement à la suite de ces déclarations de Trump qui, on le rappelle, souhaiterait faire de Gaza une zone, on va dire une zone balnéaire, une riviera du Proche-Orient, en expulsant les quelques 2 millions de Gazaouis encore sur place, qui est tout à fait contraire au droit international. On rappelle qu'il est totalement interdit d'expulser et de déplacer des populations contre leur gré. Ces déclarations pour le refaire revenir au gouvernement et d'une certaine manière remuscler l'extrême droite du côté israélien dans cette coalition de Netanyahou? Bien sûr, parce qu'il faut comprendre que le retour à Gaza pour l'extrême droite est un enjeu majeur. Et ça, Jérôme Seskin et moi-même, on le montre ça dans le film. 2005, donc le désengagement de Gaza, quand Ariel Sharon, qui est non seulement le chef du Likoud, donc parti de droite, et aussi un très très grand allié des colons, et aussi il soutient l'idée du grand Israël. Lui, il décide de détruire les colonies de Gaza, donc d'expulser, selon le langage de l'extrême droite, les 8000 colons qui s'y trouvent. Et depuis ce moment-là, l'extrême droite considère que le retour à Gaza, bien sûr avec la colonisation et l'annexion de la Cisjordanie, est un enjeu majeur. Et effectivement, quand ce gouvernement est nommé donc, le 28 décembre 2022, une de ses premières actions, c'est de déclarer que le retour à Gaza s'approche. En mars 2023, ce gouvernement au Parlement annule la loi sur le désengagement et Orit Struk, qui est ministre des Missions nationales, qui fait partie du parti de Bezalel Smotrich, annonce le retour à Gaza va être compliqué et peut-être il y aura beaucoup de morts, mais on va le faire. Et ça, c'est en mars
2023. Donc effectivement, le retour à Gaza, cette possibilité que Trump offre aux Israéliens, et on pense aussi avec l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, attire Itamar Ben-Gvir, et lui, il attendait juste une toute petite déclaration de la part de Benjamin Netanyahou ou de Donald Trump pour pouvoir reprendre le pouvoir rapidement. Il est difficile de traduire à chaud Donald Trump. Ça a été la stupéfaction dans un certain nombre de pays, pays occidentaux, pays arabes bien sûr. Néanmoins, ce plan en 3 étapes, là nous sommes en train de négocier la 2e étape. Et si jusqu'on va au bout du processus, ce qui est prévu, c'est que les troupes israéliennes se retirent bel et bien de Gaza. Non, c'est pour ça que moi je répète depuis... Avant même le cessez-le-feu, le jour du cessez-le-feu, etc., moi je n'ai jamais acheté la théorie comme quoi c'était le plan de Trump. Je l'ai répété 10 fois. C'est le plan Biden du mois de mai, c'est le plan qui a été mis en place sous l'administration Biden et c'est le plan qui est en train d'être fragilisé et qui sera peut-être détruit par Trump. C'est ça factuellement. Parce qu'effectivement, vous avez dit, la 3e étape du plan, c'est l'évacuation totale de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Or, on a entendu... Tout dernièrement, Trump a expliqué, on lui a dit « mais vous allez mettre des soldats américains pour prendre la bande de Gaza ?» Il a dit « non, 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 c'est l'armée israélienne qui va entièrement reconquérir Gaza et qui va nous donner les clés de Gaza. » Donc c'est une contradiction terme à terme entre la 3e étape du cessez-le-feu et les déclarations de Trump. Voilà, enfin, l'espèce de nuage de fumée qu'on avait vu au moment de la signature du cessez-le-feu, avec l'aller-retour de Witkoff, qui vient un jour de Shabbat, soi-disant pour menacer Netanyahou. Menacer de quoi ? Je l'ai répété 10 fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de menace de Witkoff à Netanyahou ? Ce n'était pas des menaces, c'était des promesses. Ce qu'a obtenu Witkoff, c'est par des promesses. Et les promesses, on commence à les voir, et on va les voir de plus en plus. Petit à petit, la liste de courses de Netanyahou et de l'extrême droite, qu'il a transmis à Trump, on les voit petit à petit explicités dans les médias. Netanyahou, à la Maison-Blanche, a dit clairement que Donald Trump était le président américain, le meilleur ami des Israéliens depuis l'existence des présidents américains. Ce n'est pas tout à fait ces termes, mais c'est ça. Néanmoins, est-ce que Trump veut sauver politiquement Netanyahou? Alors, est-ce que vous pensez que les choses vont être beaucoup plus subtiles que ça pour la suite? Alors, tout d'abord, je vais rajouter que le ministre de la Défense, Katz, a déjà déclaré et a déjà dit aux soldats de permettre aux Palestiniens de Gaza qui souhaitent partir de partir. Donc, le plan est déjà mis en place. Ouais. Exactement. Ouais. Et excusez-moi, mais partir où? Parce que les Égyptiens n'en veulent pas, les Jordaniens n'en veulent pas. Ça, c'est la question que tout le monde pose. Est-ce que les Israéliens s'intéressent à cette réponse, à cette question? Je ne pense pas du tout. Pas du tout. Mais ce qu'il faut comprendre avec Netanyahou et le soutien à Netanyahou, c'est qu'au lendemain du 7 octobre, la majorité des Israéliens considéraient que Netanyahou est le premier responsable pour l'échec du 7 octobre. Et 75% des Israéliens considéraient qu'il devait partir. La moitié disait qu'il devait partir après la guerre. Netanyahou, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il fait depuis 15 mois, c'est d'essayer donc de rétablir le soutien qui lui a été accordé, mais pendant des années, et il réussit à le faire donc avec les assassinats des responsables de Hezbollah et aussi du Hamas, et il réussit à le faire aussi avec des images des ruines de Gaza. Et tout ce qu'il attendait, c'est justement le retour de Trump, parce que les Israéliens savent, ou au moins pensent, qu'il y a une sorte d'amitié entre Trump et Netanyahou, que Netanyahou peut influencer Trump pour donner plus d'avantages aux Israéliens. Et donc, effectivement, on voit déjà depuis des mois, mais surtout maintenant, on voit que le soutien à Netanyahou a été rétabli. Et maintenant, dans les sondages, on voit qu'il est encore une fois à la tête des sièges au Parlement. Donc ça, pour vous dire qu'au lendemain du 7 octobre, pour le Likoud, il y avait uniquement 17 sièges face au parti de Benny Gantz, qui avait 32 sièges. Qui lui est le leader centriste israélien. Exactement. Ouais. Et maintenant, c'est 25 pour Netanyahou contre 18, ça dépend du sondage, pour Benny Gantz. Donc, c'est un changement majeur.
Est-ce qu'on peut s'attendre à des élections anticipées en Israël pour la suite, ou est-ce que Benjamin Netanyahou n'aura pas besoin de repasser par les unes pour se maintenir au pouvoir, toujours avec ces mêmes alliances, notamment à l'extrême droite? Netanyahou va déclencher des élections au meilleur moment pour lui. Hein, c'est son agenda qui compte. Et puis il va bénéficier aussi d'une opposition qui est extrêmement friable. Benny Gantz, tout dernièrement, au moment de l'annonce de Trump, il a fait une conférence de presse pour dire que c'était une idée, je ne me souviens plus, brillante, créative. Enfin bon, il a validé, il a soutenu. Donc c'est une opposition un peu en carton, quoi. Même Yair Lapid a dit la conférence de presse de Trump-Netanyahou, elle était bonne pour Israël. Bon. Donc, Lapid, il est... Voilà. Donc, il va y avoir des élections et il y aura et Netanyahou, à l'évidence, il va les déclencher au meilleur moment pour lui. Il sera et Ben Gvir. Il y a aussi un partage des rôles. Il y a aussi un partage des rôles hein, entre Ben Gvir et Smotrich depuis toujours. Hein. Oui. On le voit dans le film. C'est deux personnalités, deux tempéraments presque symétriques. Hein. Smotrich, c'est quelqu'un de très brillant intellectuellement, très brillant et qui parle pas beaucoup, qui s'exprime assez peu, qui est très froid. Ben Gvir, c'est un voyou. Je veux dire, c'est un voyou, il n'a jamais fait d'études, il a le sang chaud, il dit à peu près n'importe quoi. Et moi, ils me font penser aussi un peu au couple Netanyahou-Trump. Hein. C'est-à-dire, il y en a un qui est un calculateur, très froid, et l'autre qui est une espèce de bouffon, comme ça, mais chacun a son rôle, chacun apporte à l'autre, ils sont parfaitement complémentaires. Et Ben Gvir Smotrich, je suis absolument persuadé qu'ils savent compter sur leurs doigts, comme nous. Hein. Ben Gvir savait très bien qu'il ne ferait pas tomber le gouvernement en partant. C'est bien pour ça qu'il est parti, d'ailleurs. Et Smotrich, lui, reste, parce que lui, en plus, il est ministre des Finances, il a une espèce de... Et il reste avec cette espèce de posture, une espèce de posture froide, de responsabilité et tout ça. Et puis Ben Gvir, c'est celui qui est un peu explosif. Ben Gvir va rentrer à la maison tranquillement et ils vont retrouver leur alliance qui leur a si bien servi aux dernières élections. Et malheureusement, comme ça a été dit, ce qui est terrible, c'est que la population israélienne, dans son immense majorité, soutient y compris le plan Trump d'évacuation, d'expulsion de Gaza. Effectivement, les sondages donnent à peu près 70% des Israéliens qui valident ce plan. Donc vous imaginez, ça va aider Netanyahou à se maintenir au pouvoir. Pourtant, ce plan, il avait été évoqué. Alors, Shimon Peres, par exemple, en 1993, avait émis l'idée d'un Singapour du Moyen-Orient, aussi en parlant de Gaza, mais en y laissant, bien entendu, la population palestinienne sur place. Hein. Il y avait un port, la différence avec ce que propose Trump. Oui, c'est toute la différence. Un port, et oui, avec, disons, une bande de Gaza prospère, palestinienne. De même, Jéricho, à un moment, il y avait le casino, il y avait tout ça. Ça n'a juste rien à voir. Il faut arrêter un peu de parler de l'histoire de Riviera, Côte d'Azur, parce qu'en fait, ça nous... Non, ce qui compte, en fait, le sujet, c'est la déportation massive des habitants. Et j'insiste, hein, il faut le redire à chaque fois, c'est pas seulement un crime de guerre. Du point de vue du droit international, c'est un crime contre l'humanité, depuis le tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie. Ça illustre aussi l'extrême droitisation du Likoud, parti historique en Israël, et que vous démontrez très très bien dans votre documentaire. Exactement, et ça aussi c'est lié à Gaza. Et c'est intéressant parce que on parle à partir de 2009, j'ai pu étudier ça aussi dans ma thèse, d'un nouveau Likoud. Netanyahou, il a perdu les élections à Ehud Barak, donc en 1999, il perd les élections. Il considère qu'il a été maltraité par les médias israéliens. Il considère qu'il était maltraité par les membres de son parti. Et quand il reprend la tête du Likoud en 2006, il y a donc face à lui ce nouveau parti du centre, donc peut-être le premier vrai parti du centre politique israélien. Il y avait aussi Shinui de Tommy Lapid, le père de Yair Lapid, mais là c'est un parti même plus centriste que Shinui. Et ce parti centriste l'oblige de prendre le Likoud et de le droitiser. Et aussi, et ça c'est important, de créer un nouveau média. Et ce nouveau média, c'est Israël Hayom, le journal qui est créé par Sheldon Adelson en 2007, qui est distribué gratuitement
dans tous les coins de rue en Israël et qui soutient Netanyahou très ouvertement. Bon, depuis, ça a un peu changé. Et quand il arrive en 2009, il a non seulement ce média, il a aussi un Likoud avec des nouveaux membres qui sont beaucoup plus nationalistes, beaucoup plus religieux. Il a aussi des nouveaux alliés et il a aussi des organisations de la société civile, comme par exemple Im Tirtzu, une organisation nationaliste qui est présente dans toutes les universités israéliennes. Et je peux rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été discuté tout à l'heure. Ce n'est pas le moment pour Netanyahou de faire tomber le gouvernement, parce que même si lui, il est à la tête dans les sondages, il n'a pas assez de sièges dans sa coalition. Donc, il sait très bien que ce n'est pas le moment pour le faire et il va attendre exactement le moment stratégique pour le faire. On va rappeler qu'il a plusieurs affaires judiciaires en cours contre lui. Exactement. Là, il est immunisé tant qu'il est Premier ministre israélien, mais évidemment, c'est sa carrière personnelle qui est en jeu et son avenir personnel. C'était très bien expliqué, effectivement, dans votre film. Et y a-t-il encore une alternative ? Même parmi ceux qui adhéreraient à un plan un peu similaire à celui que propose Trump en Israël, une alternative politique qui pourrait s'opposer et même être élue à des élections demain en Israël face à cette coalition qu'on a vue dans ce film et face à ce Premier ministre qui est Benjamin Netanyahou. Ce qui compte, c'est la population, en fait. C'est pas... Vous savez combien il y a de députés travaillistes dans la Knesset actuellement ? 4, je crois. 4. C'est le parti qui a créé l'État. C'est le parti qui a été à la tête de l'État jusqu'en 1977, oui. Pendant 30 ans. Ils avaient, à eux tout seuls, ils avaient à chaque fois 60, 70 députés, juste les travaillistes. Ils sont 4 aujourd'hui, 4 sur 120. Et dans pas longtemps, ils vont passer en dessous des 3,25% et ils en auront plus. Donc, les seuls... Ce sont ceux qui ont signé les accords d'Oslo, on le rappelle tout de même. Ce sont ceux qui ont signé les accords d'Oslo et qui ont engagé tout leur capital politique dans ce pari historique. Ouais. Et ils sont évidemment emportés dans cette tourmente. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir aussi que ce qu'on appelle parfois le centre ou le centre-gauche, eux aussi se droitisent. Quand on entend les déclarations de Gantz ou de Lapid, c'est extraordinaire, avec parfois effectivement aussi des remontées historiques. Alors là, c'est pas du côté du centre et du centre-gauche, mais on parlait du Likoud tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est aussi de rappeler que Netanyahou aussi, c'est un idéologue. Et Netanyahou, c'est pas seulement quelqu'un qui est poursuivi par les juges pour des histoires de corruption, c'est ça. C'est quelqu'un qui est poursuivi par les juges internationaux pour des crimes de guerre, c'est ça. Oui. Mais c'est aussi un idéologue d'extrême droite, c'est aussi le fils de Benzion Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou, Benzion Netanyahou, qui était le secrétaire particulier de Vladimir Jabotinsky. Netanyahou, depuis toujours, c'est un sioniste révisionniste. Sioniste révisionniste, ça veut dire un sioniste nationaliste, suprémaciste, raciste. Et c'est plutôt le vrai Netanyahou qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Le Netanyahou des années 90, c'était un Netanyahou qui, conscient du rapport de force, essayait de parler poliment. Une fois, il a même dit un État palestinien dans une fameuse conférence. 2010, oui. Voilà, la conférence qu'on répète à chaque fois. Mais à l'époque, il avait un masque, en fait. Et là, en fait, on a un vrai Netanyahou. Ça, c'est un message qu'il faut qu'on arrive à faire passer aux gens qui nous regardent. Netanyahou, ce n'est pas quelqu'un qui manipule des marionnettes d'extrême droite. C'est un idéologue d'extrême droite. C'est un jabotinskien depuis toujours. Et peut-être je peux dire quelque chose par rapport à l'opposition. Il y a Yair Golan, qui est peut-être le nouveau leader de la gauche sioniste. Ce Yair Golan a dit en octobre 2023 qu'il faut bloquer l'aide humanitaire à Gaza et affamer les Gazaouis. Ce même Yair Golan a dit en septembre 2024 qu'il ne faut pas accepter un cessez-le-feu et qu'il faut mener une opération terrestre au Liban. Il y a l'opposition est audible concernant 2 éléments, la libération des otages et l'enrôlement des ultra-orthodoxes à l'armée. Donc, l'opposition n'existe pas en ce qui concerne les crimes qu'Israël commet à Gaza, au Liban et en Cisjordanie. Et pour preuve, par exemple, quand le procureur de la CPI a annoncé vouloir faire des mandats d'arrêt contre Netanyahou, oui. Exactement, contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant, 106 députés sur 120 ont signé une pétition qui déclare que l'armée israélienne est l'armée la plus morale au monde et que cette décision est antisémite. Et donc, les 14 parlementaires qui n'ont pas signé cette pétition sont 10
palestiniens et 4 du Parti travailliste qui ont déclaré après dans les journaux qu'ils n'ont pas signé la pétition juste parce qu'ils ne veulent pas soutenir ouvertement Netanyahou, mais qu'ils considèrent ces décisions de la CPI effectivement douteuses. En regardant ce film, je me suis posé une question, je me suis dit, mais est-ce que la démocratie israélienne n'est pas vraiment sur un fil? Est-ce qu'on n'en est pas jusque-là, après avoir vu ce film, avec une coalition de ce type au pouvoir aujourd'hui? Et tout ce que vous nous avez dit sur l'antériorité concernant Benjamin Netanyahou et la droitisation du Likoud aujourd'hui. Bien sûr, elle était sur un fil avant le 7 octobre. Les grandes manifestations contre le coup d'État judiciaire, etc. De même que la démocratie américaine est sur un fil. On peut dire que là, elle est tombée du fil, qu'elle s'accroche au fil. On peut encore plus s'inquiéter, je vais vous dire, si le cessez-le-feu finalement dure un petit peu et que la plupart des otages sortent, alors, si ce que vous dites est vrai, et je pense que c'est vrai, alors tout ce qui restait d'opposition, de la petite opposition au sein des Israéliens, en fait, retournons à Gaza et, entre guillemets, finissons le travail, puisqu'il n'y a plus d'otages. Donc, oui, les perspectives sont extrêmement sombres, encore plus sombres, effectivement, que ce que montrait ce documentaire déjà extrêmement difficile. On aurait souhaité finir vraiment cette émission sur des propos plus positifs, mais... Par moment, on ne peut pas. Mais à un moment, on ne peut pas, c'est vous qui le dites. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc, bien entendu. Merci aussi à Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui m'ont aidé à présenter cette émission comme à l'accoutumée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain DébatDoc, bien entendu, avec son documentaire et son débat. À très bientôt.